Ok, je démarre maintenant. Bien, bonjour à toutes et tous. Nous commençons cette fois pile à l'heure et si tout va bien, nous pourrons enfin avoir le plaisir de tenir cette séance sans problème technologique. Vous vous souviendrez que la dernière fois, au mois d'avril, nous avions malheureusement rencontré quelques soucis techniques pour des motifs indépendants de notre volonté, je n'irai pas jusqu'à dire indépendants de notre compétence technique, parce qu'on n'a jamais su ce qui s'était passé, mais heureusement, Isemarik et Valérie Varnereau, qui vont intervenir aujourd'hui, ont eu la gentillesse d'accepter de refixer une nouvelle date aujourd'hui. C'est donc la dernière séance du cycle de ce séminaire. Je vous annonce déjà, et vous rappelle, puisqu'on a déjà normalement fait circuler l'information, que le colloque qui viendra définitivement clore ce cycle aura lieu le 10 septembre. Le programme vous sera envoyé normalement prochainement et les détails pratiques suivront un petit peu plus tard. Mais donc, sans plus attendre, je vais présenter nos deux oratrices. C'est une séance un peu particulière. On a souvent un exposé suivi d'une réplique. Ici, nous avions deux exposés qui paraissaient aussi riches l'un que l'autre. Et donc, on s'est dit, comme ils portaient sur un thème relativement commun, de les combiner pour en faire une seule séance consacrée à la distinction droit public, droit privé et aux nouvelles technologies. Donc nous aurons l'occasion et la chance d'entendre le docteur Isemarik, qui est Senior Lecturer à l'Université d'Essex depuis 2015, et également Research Fellow au FOW Speyer, qui est un centre de recherche en sciences administratives en Allemagne depuis 2016. C'est aussi un membre associé du Centre de droit public de l'ULB et membre du comité éditorial de la Review of European Administrative Law. Vous voyez que Madame Marik se répartit entre plusieurs pays et je crois que ça lui donne une bonne connaissance en droit européen. Elle a d'ailleurs récemment co-rédigé un manuel de droit comparé des administrations européennes et parmi ses nombreuses publications, j'ai pointé, pour ce qui nous intéresse, des articles sur les partenariats publics-privés, mais aussi des articles sur les sanctions sur les plateformes digitales. Donc j'imagine qu'en combinant tout ça, elle va nous livrer un exposé particulièrement intéressant sur l'administration et les nouvelles technologies. Et Madame Valérie Varnereau, qui est maître de conférence en droit privé à l'université de Picardie Jules Verne, qui est habilité à diriger des recherches depuis 2008 et est rattaché au CURAP ESS UMR 7319. Je ne sais pas ce que c'est, mais elle nous pourra peut-être nous en dire plus. Elle a également de nombreuses publications et donc plutôt que de vous les énumérer, je vais peut-être vous cibler un peu les grandes thématiques. Hein. Elle a pas mal publié en droit de la propriété intellectuelle, en droit fiscal des affaires, en théorie du droit, en philosophie du droit, mais aussi en droit des biens. Et sa thèse de doctorat était consacrée aux sources privées du droit fiscal, comment mieux tomber pile dans le cœur de notre sujet sur les brouillages et les liens entre droit privé et droit public. Et Madame Varnereau va nous parler de la distinction, la summa divisio, donc à l'aune des big data. Donc je les remercie d'avance de leur exposé. Je crois qu'elles se sont concertées préalablement, et donc je ne sais pas qui commence. Est-ce que c'est Madame Marik ou Madame Varnereau? En tout cas, J'apparais, donc, sauf, il n'y a pas eu de changement. Nous ne sommes pas reconcertés depuis. Donc, normalement, Alors, vous avez la parole. Bien, je vous remercie infiniment. Eh bien, tout d'abord, mes premiers mots seront pour vous, car je tiens à vous remercier effectivement très chaleureusement pour m'avoir convié à participer à cette séance du séminaire interdisciplinaire des études juridiques consacrée à la distinction droit privé et droit public. Mais je tiens également aussi à remercier Madame Marik pour la qualité de nos échanges lors de la préparation de cette séance, car Madame Marik a une qualité très rare, qui est celle de faire rebondir la discussion et d'ouvrir la perspective du discutant. Alors de mon côté, effectivement, ma proposition de contribution était orientée vers la distinction droit privé, droit public à l'aune des big data. Et cette contribution était initialement divisée en 3 temps.
Un premier temps aurait dû être consacré à la distinction entre données privées et données publiques, qui est une distinction fondée sur des régimes juridiques distincts. D'un côté, l'ouverture de la donnée publique et de l'autre, la fermeture de la donnée privée, puis ensuite évoquer l'affaissement de cette distinction. Pour enfin conclure en s'interrogeant sur la possibilité d'un dépassement effectif de cette distinction. Mais les contraintes de temps me conduisent à me consacrer essentiellement sur le constat de l'affaissement de la distinction et j'aurai peut-être le temps de dire un mot sur le dépassement possible, vraiment sous la forme d'un très gros point d'interrogation. Alors, quelques mots tout d'abord pour aborder cette distinction dans le cadre du droit du numérique. Tout d'abord, des petits rappels classiques, à savoir qu'effectivement, comme vous l'avez dit, cette distinction droit privé, droit public est toujours présentée comme la summa divisio de l'ordre juridique, avec une dichotomie qui s'appuie sur une triple différence, à savoir une différence d'objet tout d'abord, puisque classiquement, le droit public a vocation à organiser l'État et les personnes publiques qui en dépendent, ainsi que les relations avec les administrés. De l'autre côté, tout aussi classiquement, le droit privé organise les rapports des personnes privées entre elles. Différence d'objet qui se poursuit par une différence de finalité, l'intérêt général d'un côté pour le droit public, la satisfaction des intérêts privés pour le droit privé, et ce qui commande en retour une différence de technique juridique, puisque les personnes publiques prenant en charge l'intérêt général, il leur faut donc des techniques juridiques qui les privilégient. Et donc, classiquement, le droit public est un droit d'impérium caractérisé par la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique. Alors que de l'autre côté, eh bien, pour le droit privé, c'est le lieu de la liberté contractuelle nécessaire à l'épanouissement des intérêts privés. Alors, une fois qu'on a rappelé cela, on s'empresse très rapidement de rappeler la relativité de ce canon académique. Alors cette relativité est tout à la fois spatiale et temporelle. Spatiale, bien évidemment, parce que cette distinction n'est pas partagée par tous les ordres juridiques et notamment, elle est beaucoup moins présente dans les pays de common law. Elle est également relative dans sa dimension temporelle, puisqu'on assiste à des mouvements de flux et de reflux entre le droit privé et le droit public, avec des possibilités de privatisation des fonctions régaliennes, selon les époques. Également, plus proche de nous, on peut évoquer le mouvement de déréglementation qui a privilégié la montée en puissance des sources privées et réciproquement, du côté du droit privé, il faut évoquer une forme de publicisation à travers l'émergence de l'ordre public, l'émergence et surtout l'épanouissement de l'ordre public économique. Alors, cette relativité de la distinction, elle est liée à une pluralité de facteurs. Tout d'abord, bien évidemment, il existe des matières mixtes, comme le droit pénal ou le droit judiciaire privé, qui tiennent la distinction en échec. Par ailleurs, la différence d'objet n'est pas plus assurée que la différence de technique juridique. Si l'on prend le cas du droit public, il faut évoquer les SPIC, donc les services publics industriels et commerciaux qui sont soumis au droit privé, et de l'autre côté, mais ça c'est ma formation de niçoise, lorsqu'on regarde du côté des droits privés, on doit concéder avec l'école de droit économique de Nice que le phénomène de concentration fait apparaître des pouvoirs privés économiques dont la caractéristique est d'être doté d'un pouvoir de commandement analogue à celui des personnes publiques et qui s'exprime notamment sous la forme du contrat d'adhésion. Alors, à tel point, donc la distinction est devenue tellement poreuse et l'autonomie des deux branches tellement relative qu'il faudrait convenir que la distinction droit privé, droit public n'est plus ni summa, ni même divisio, si je reprends vos termes. Alors, donc, la relativité de cette distinction, elle est encore accrue dans le domaine numérique, avec le développement des big data, donc des données massives, ainsi que de l'open access, donc des données ouvertes, ce qui a pour effet d'affaiblir une distinction déjà fragile. En effet, dans ce domaine, la valeur de la donnée est assise sur sa circulation. Et la nécessaire circulation de la donnée implique en retour son ouverture. Alors, dans une définition relativement exigeante, la donnée ouverte peut se définir comme celle qui peut être utilisée, modifiée et partagée librement et gratuitement par toute personne, pour tout usage, avec pour seule condition une triple obligation d'attribution, d'intégrité
et de partage à l'identique. C'est du moins la définition qu'en donne Madame Dulong de René. Donc, on déduit de cette définition que si le mouvement d'open data naît dans le secteur public et favorise, en tout cas à l'origine, l'e-démocratie, ce n'est pas un mouvement qui lui est propre. Une donnée ouverte peut être en effet aussi bien une donnée publique qu'une donnée privée. Toutefois, lorsqu'on commence à évoquer la distinction données publiques, données privées, on s'aperçoit qu'en droit du numérique, cette distinction n'est ni exclusive, ni même principale. En effet, en droit du numérique, le clivage essentiel semble désormais s'ordonner autour de la distinction données personnelles, données non personnelles. Donc la donnée personnelle est celle qui est définie par le RGPD comme celle qui est relative à une personne physique identifiée ou identifiable, et la donnée non personnelle se définit de manière négative comme celle qui n'est pas une donnée personnelle au sens du RGPD. Dans ce cadre, la distinction entre données publiques et données privées se présente comme une distinction complémentaire à celle de données non personnelles. Par ailleurs, ce diptyque données publiques, données privées est un diptyque qui est incertain. En effet, la notion de données publiques forme une catégorie plus assise que celle de données privées. La donnée publique renvoie en effet à celle d'informations publiques contenues dans des documents communiqués ou publiés par l'administration et qui sont l'objet d'un droit de réutilisation. En contrepoint, la donnée privée n'a pas du tout la même assise. On peut s'en apercevoir au regard de deux éléments. D'une part, cette notion de données privées est une notion qui est absente des index des principaux ouvrages dans le domaine, et d'autre part, c'est une notion qui est le plus souvent éclipsée au profit d'une notion équivalente de données industrielles, donc tout simplement de données produites par une entreprise dans le cadre de son activité. Alors, cette donnée privée, qui apparaît comme une catégorie résiduelle, peut s'ordonner autour de trois critères alternatifs. Tout d'abord, on peut songer à la définir en référence à l'objet de la donnée, et dans cette perspective, la donnée privée s'entend de l'information relative à une personne privée. On peut également la caractériser au regard d'un autre critère, qui est celui du régime de la donnée. La donnée privée est alors celle qui fait l'objet d'un droit subjectif, tel qu'un droit de propriété intellectuelle, le droit à la vie privée ou encore le secret des affaires. Mais on peut également songer à la définir au regard d'un troisième critère, qui est celui du statut du producteur de la donnée. Et dans cette perspective, la donnée privée est alors la donnée produite par une personne privée non chargée d'une mission de service public. Alors, même si cette distinction entre données privées et données publiques est une distinction qui est fragile, il n'en reste pas moins qu'elle s'ancre dans des régimes juridiques distincts. Si, comme on vient de le voir, l'ouverture peut caractériser aussi bien une donnée publique qu'une donnée privée, le régime d'ouverture de la donnée n'est impératif qu'à l'égard de la donnée publique. Et l'ouverture de la donnée privée reste largement tributaire d'une soumission volontaire à un régime de licence libre. Ce qui a pour effet en retour de libérer l'accès à la donnée et d'en autoriser notamment la dérivation. Donc, à l'inverse de la donnée publique, la donnée privée se caractérise par sa fermeture. Elle ne fait en effet l'objet d'aucune obligation de mise à disposition gratuite dans un format ouvert, dans un standard ouvert. Et cette donnée privée, et plus volontiers les bases de données qui agrègent ces données, sont soumises à une réservation privative du producteur de la base par le biais de droits de propriété intellectuelle ou tout simplement par le biais de mécanismes contractuels. Alors, on peut concéder également, avec le professeur Jacques Chevalier, que l'ouverture de la donnée publique préfigure cependant de l'avènement de l'État plateforme. État plateforme qu'il définit comme un mode alternatif d'exécution des missions de l'État par intégration de services créés par des développeurs extérieurs à partir de données
publiques mises à disposition de l'initiative privée. Et dans cette hypothèse, on s'aperçoit que l'on crée à partir de cette ouverture les conditions d'un dépassement de la distinction données publiques, données privées, voire même, puisqu'on est au cœur de l'État, d'un dépassement de la distinction droit privé, droit public. Pourtant, le diable est dans les détails. Et les licences de réutilisation pour les données publiques n'excluent ni les utilisations commerciales de ces données, ni la réappropriation de ces mêmes données par le réutilisateur. En d'autres termes, la privatisation de la donnée publique s'accompagne corollairement de la fermeture de cette même donnée. En contrepoint, on pourrait relever également, au regard de la réglementation européenne récente, je songe particulièrement au règlement de novembre 2018 sur la libre circulation des données non personnelles, ou encore au regard de la réglementation prospective à travers le règlement de 2020, la proposition de règlement de novembre 2020 sur la gouvernance des données, qu'il existe bien des indices d'un dépassement possible de la distinction à travers notamment, mais pas exclusivement, de catégories juridiques transversales qui permettraient de soumettre ces deux catégories de données à un même régime juridique. Mais pourtant, ces régimes sont largement incitatifs et leur succès dépendra de l'adhésion des destinataires. Ainsi donc, s'il existe des signes de dépassement, il existe avant tout des signes d'affaiblissement de la notion, mais ni l'un ni l'autre, aussi bien l'affaiblissement que le dépassement, ne semble pouvoir se concrétiser, du moins à court terme. Ils ne valent pas effondrement à court terme de la distinction. Donc, s'agissant du constat, donc ce qui constituera le cœur, faute de temps, de la contribution, cet affaissement de la distinction entre données privées et données publiques repose sur un double mouvement. On assiste en effet d'un côté à une privatisation des données publiques et de l'autre à une publicisation des données privées. Mais l'ampleur de l'hybridation réciproque ne doit pas être surévaluée. En effet, d'un côté, en matière de privatisation des données publiques, les régimes sont souvent d'exception, et réciproquement, en matière de publicisation des données privées, l'existence de catégories juridiques n'est pas un gage de leur effectivité. Donc, de temps, publicisation des données privées, et nous verrons ensuite la privatisation des données publiques. Donc, cette publicisation des données privées peut s'opérer de deux manières, soit par soumission de la donnée privée au régime de la donnée publique, soit par soumission de cette même donnée privée à un régime équivalent à celui de la donnée publique, ce qui conduit à évoquer l'émergence de communs numériques. S'agissant du premier mode de publicisation de la donnée privée, il s'agit donc de la soumettre au régime de la donnée publique. À ce titre, deux voies ont été ouvertes par la loi pour une république numérique d'octobre 2016. D'une part, celui de l'extension du droit d'accès et de réutilisation aux données qui sont produites et reçues par des personnes exerçant une mission de SPIC. D'autre part, cette même loi République numérique a introduit de nouvelles catégories de données qui sont qualifiées soit de données d'intérêt général, soit de données de référence, dont l'application a vocation à soumettre à l'obligation de diffusion des données qui sont produites ou reçues par des personnes privées. Donc, s'agissant du premier point, l'extension du droit d'accès et de réutilisation aux personnes gérant un service public industriel et commercial, la loi pour une république numérique a tout simplement mis fin au régime dérogatoire qui les caractérisait antérieurement à son entrée en vigueur. Donc, ce basculement de ces acteurs dans le champ du droit à réutilisation a une importance considérable puisque cela permet d'attraire les données qu'ils détiennent et qui sont souvent essentielles, et on peut songer notamment aux données qui sont produites par la SNCF ou par la RATP. Toutefois, la portée de ce basculement ne doit pas être exagérée car, dans le même temps,
La loi déroge au régime de la donnée publique pour cette catégorie de données, dans la mesure où une donnée publique est librement réutilisable, notamment parce que l'administration se trouve privée de ses droits de propriété intellectuelle. Ceux-ci ne sont pas opposables à la demande de réutilisation. Et ce régime d'inhibition des droits de propriété intellectuelle de l'administration supporte exception dans le cas des SPIC. En d'autres termes, le gestionnaire d'un SPIC, dès lors que celui-ci, et la condition est importante, dès lors que celui-ci est soumis à la concurrence, peut valablement opposer son droit sui generis, portant sur la base, au réutilisateur. La deuxième possibilité pour soumettre les données privées au régime de la donnée publique réside dans l'apparition de catégories juridiques transversales qui sont en l'occurrence les notions de données d'intérêt général et de données de référence. Donc, l'une ou l'autre de ces qualifications a pour effet de soumettre à une obligation d'ouverture les données qui sont produites par les entreprises privées. Alors, tout d'abord, il faut souligner que ces deux qualifications n'ont pas la même importance, puisque la première, la notion de données d'intérêt général, s'applique exclusivement aux délégataires de services publics. Et elle a pour effet d'obliger ce délégataire à fournir aux délégants les données et les bases de données produites ou reçues à l'occasion de l'exploitation des services publics et qui sont indispensables à son exécution. C'est alors le délégant qui peut librement exploiter ces données et notamment les mettre à disposition à titre gratuit au profit du public en vue de leur réutilisation. S'agissant donc maintenant brièvement de la donnée de référence, ces données de référence ont la même caractéristique, à savoir que c'est une qualification transversale, mais celle-ci fait l'objet d'un service public dédié de mise à disposition qui est destiné à faciliter la réutilisation de ces données de référence. Alors, si cette qualification de données de référence s'applique manifestement plus volontiers à des bases de données publiques, cette qualification permet toutefois de mettre à disposition des données qui sont regardées comme stratégiques alors même qu'elles sont détenues par des personnes privées. Alors, un exemple peut être trouvé à travers les données de couverture des services de communication électronique, puisque les fournisseurs de services de communication électronique ont l'obligation d'établir des cartes de couverture du territoire par leurs services et ces données sont ensuite transmises à l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation, qui les met ensuite à disposition du public en vue toujours de leur réutilisation. Donc voilà pour le premier mode de publicisation de la donnée privée. Un second est également envisageable, c'est celui qui consiste à soumettre la donnée privée à un régime équivalent à celui de la donnée publique. Cette soumission à un régime équivalent suppose alors de passer par la qualification de commun numérique. Il s'agit dans cette hypothèse d'un régime équivalent, mais non pas identique à celui de la donnée publique. Le régime est certes d'un côté similaire, parce que dans les deux cas, on va avoir le même refoulement de la réservation privative des données. Donc, au lieu d'exclure, on va ouvrir l'accès à la donnée et assurer un usage collectif de cette ressource que constitue la donnée. Mais il n'y a pas pour autant identité, car plusieurs facteurs résistent à cette assimilation. Premièrement, la création d'un commun numérique est la conséquence d'un acte de volonté. Elle suppose en effet de placer les données privées sous un régime défini par une licence libre. C'est donc un régime volontaire qui repose sur le contrat et qui n'est pas imposé par le droit, comme dans le cas de la donnée publique. Par ricochet, cela entraîne un autre point de discordance, à savoir que le phénomène du commun est beaucoup plus marginal
et en tout cas n'a certainement pas la généralité qui s'attache au régime de la donnée publique, puisque celui-ci est garanti par le droit. Et enfin, dernier point de distorsion, la gratuité n'est pas de l'essence du libre. Par voie de conséquence, le recours à une licence libre n'exclut pas forcément les usages commerciaux. Ce phénomène des communs numériques, puisqu'il s'appuie sur le contrat, est donc un phénomène essentiellement polymorphe, qui certes présente des constantes. Alors, dans son aspect polymorphe, il s'agit certes de données qui sont volontairement mises en partage, au moyen de licences types, qui ont pour effet de libérer l'accès. Mais ces licences types peuvent conférer des autorisations très diversifiées aux utilisateurs. Donc, tout varie selon le choix du modèle contractuel. Se dessine en réalité un camailleux qui va des autorisations les plus larges, donc d'un régime le plus permissif, qui va autoriser à la fois la copie ou la reproduction, la diffusion de ces éléments, mais également la modification pour tout usage, y compris commercial. En contrepoint, on peut trouver des régimes beaucoup plus restrictifs qui se contentent de libérer l'accès à la donnée et de n'autoriser que le simple accès à la donnée. Donc les pratiques contractuelles que l'on relève sont très diversifiées et parmi les exemples que l'on peut donner en matière de données privées, on peut songer à évoquer le cas du Getty Museum qui, après avoir numérisé ses collections, les a placées, ces données sous licence Creative Commons BY, donc sous simple condition de droit à la paternité, et de ce fait, la licence autorise à la fois la reproduction, la dérivation, la diffusion de ces données reproduites ou modifiées, sans autre condition que l'indication de la source. On peut également évoquer, autre exemple possible, le projet OpenStreetMap, qui constitue une base de données à caractère géographique et qui est une base de données collaborative portée par une association à but non lucratif. Alors, cette base, elle est mise à disposition via la licence ODBL, donc c'est l'Open Database License, qui autorise à la fois la reproduction, l'extraction, la dérivation également, la diffusion des données à l'identique ou sous une forme modifiée, dans le cadre d'un usage commercial ou non. Néanmoins, on y reviendra, mais l'Open Database License comporte 3 obligations à la charge du réutilisateur, la mention du droit à la paternité, qui est classique et commune pour toutes ces licences, mais également l'ouverture de la base, notamment de la base dérivée, donc l'interdiction de recourir à des mesures techniques, mais également le partage à l'identique. Et cette clause de partage à l'identique est tout à fait essentielle, puisque par son caractère viral, elle contamine les bases dérivées et ont pour effet de les soumettre au même régime que la base primaire. Et donc, cela permet d'assurer à la collectivité un retour de la valeur ajoutée créée par le réutilisateur. Alors, ce qu'il faut mesurer cependant en matière de commun numérique, c'est que si tous ont pour effet de substituer à un rapport exclusif à l'objet protégé, donc ici la donnée, un usage inclusif, elles n'emportent ces licences ni transfert de propriété au profit de la collectivité, ni même abandon des droits patrimoniaux. Il s'agit bien d'un usage du droit de propriété, en l'occurrence sur la donnée, non pas pour exclure, comme dans la figure classique, mais pour inclure en accordant des droits d'usage. Et le maintien de cette propriété est notamment attesté par le fait que la méconnaissance de la licence peut caractériser, lorsque la donnée est couverte par un droit de propriété intellectuelle, un acte de contrefaçon. Ce sera la qualification de principe. Alors, si la donnée privée n'exclut pas l'ouverture de celle-ci, réciproquement, du côté des données publiques, leur ouverture n'exclut pas non plus réciproquement leur fermeture. C'est donc évoqué la privatisation des données publiques. Ces phénomènes de privatisation des données publiques introduisent 2 points de résistance à leur ouverture. Premièrement, le régime d'ouverture des données publiques n'est pas un régime général et tolère des exclusions qui ont pour effet de fermer l'accès à la donnée publique.
D'autre part, la réutilisation de la donnée publique, qui suppose le recours à une licence de réutilisation, a pour effet, selon le modèle de licence adopté, de permettre la réappropriation des données publiques par le réutilisateur et donc la fermeture de ces données publiques. Donc, dans un premier temps, évoquons les régimes dérogatoires en matière de données publiques. Toutes les données publiques ne sont pas soumises à un régime d'ouverture et de réutilisation. Il existe deux catégories d'exceptions, des exceptions générales, et notamment parmi ces exceptions générales, il faut évoquer à nouveau le maintien de l'opposabilité du droit sui generis du gestionnaire de SPIC soumis à la concurrence. Mais il existe également des exclusions spéciales qui tiennent compte du particularisme de certaines données. Et ici sont notamment en cause les données de la recherche publique ainsi que les données publiques culturelles. S'agissant des premières, donc des données de la recherche publique, elles sont également soumises à l'impératif de libre réutilisation, et ce, en droit interne, donc en droit français, par effet du Code de la recherche. Mais cette réutilisation est tributaire de trois conditions, qui sont donc dérogatoires au droit commun de la donnée publique. Tout d'abord, un financement au moins pour moitié de la recherche, un financement sur fonds publics au moins pour moitié. Les données en cause doivent avoir été rendues publiques par le chercheur ou par l'organisme qui l'emploie. Et enfin, ces données ne doivent pas être protégées par un droit spécifique. Donc, cette notion de droit spécifique est plus large que celle de droit de propriété intellectuelle. On sait, en matière de données publiques, que celles-ci ne sont soumises à réutilisation qu'autant qu'elles ne font pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle d'un tiers. Dans le cas qui nous anime, la loi, ici, le Code de la recherche publique, ne distingue pas entre les droits des tiers et ceux de l'organe public, de l'organisme public. En conséquence, l'existence d'un droit de propriété intellectuelle, qu'il soit celui de l'organisme de recherche ou d'un partenaire contractuel, pourra valablement être opposée à la demande de réutilisation. Dans une logique proche, la réutilisation des données publiques culturelles peut également donner lieu à la perception d'une redevance en raison de la réutilisation des informations qui sont issues de la numérisation des collections des bibliothèques, des musées ou encore des archives. Et ce principe, cette possibilité d'exiger une redevance, de soumettre la réutilisation à redevance, déroge au principe de gratuité de la réutilisation. Or, cette faculté de soumettre la réutilisation à la perception d'une redevance est une mesure d'effet équivalent à celui de l'opposabilité d'un droit de propriété intellectuelle. Et donc, le risque de réappropriation de la donnée publique culturelle apparaît d'autant plus fort que la redevance est élevée. Alors, on sait que ces redevances sont encadrées par le droit de l'Union, mais il n'en reste pas moins que ces redevances, compte tenu de leur mode de calcul, peuvent être parfois élevés. Alors, tout ceci serait, selon une partie de la doctrine, constitutif de phénomènes d'enclosure, mais ces phénomènes d'enclosure ne sont pas propres à la production de la donnée. Ils se manifestent également essentiellement en aval, au stade de la réutilisation de la donnée. Et c'est donc évoquer rapidement la réappropriation des données publiques par le réutilisateur. Donc, la réutilisation des données publiques suppose le recours à une licence de réutilisation. En droit français, la licence de réutilisation est soumise du moins à deux caractéristiques. Premièrement, la licence de réutilisation n'a un caractère obligatoire que lorsque la réutilisation est soumise à redevance, elle est facultative au-delà, mais en pratique, elle est largement mise en œuvre, quoiqu'elle soit facultative. Et d'autre part, le choix de la licence n'est pas libre. Il est en effet encadré par un principe d'homologation des licences. Seules peuvent être mises en œuvre des licences qui ont été préalablement homologuées par le pouvoir réglementaire. Et dans le cadre du droit français, il n'y a actuellement que 2 modèles de licences qui ont été homologués.
Alors, ce choix du législateur pour un nombre limité de licences a tout simplement pour but d'éviter d'affecter, d'entraver la possibilité de réutilisation. En effet, plus on multiplie le nombre de licences, plus on crée un risque d'incompatibilité entre les licences et donc plus on entrave le croisement des données. Donc, les deux modèles de licence qui sont actuellement homologués, qui bénéficient d'une homologation générale, sont d'une part la licence ouverte créée par la mission Etalab et d'autre part, encore une fois, la licence ODBL, donc l'Open Database License. Dans les deux cas, ces licences confèrent des droits sensiblement identiques aux réutilisateurs, donc à la fois partager la base, extraire ou réutiliser toute ou partie de son contenu, l'adapter et créer des bases de données dérivées et diffuser par tout moyen la base à l'identique ou sous une forme modifiée, et dans les deux cas, les usages commerciaux sont autorisés. Toutefois, ces licences se différencient notamment, ce n'est pas le seul point, mais notamment sur un point essentiel, elles se différencient par les obligations pesant sur le réutilisateur. Alors, si dans les deux cas, on va toujours retrouver le droit à la paternité, la licence ODBL, comme on l'a vu, ajoute deux obligations qui sont absentes de la licence Etalab. D'une part, l'exigence d'ouverture de la base et donc le refoulement des mesures techniques, des DRM, mais également inclut une clause de partage à l'identique. Donc, cette présence de la clause de partage à l'identique est véritablement le facteur discriminant entre les deux licences, puisque dès lors que cette clause est présente, comme c'est le cas dans la licence ODBL, elle a pour effet de soumettre, comme on l'a vu, la base dérivée au même régime que la base première. Toute extraction substantielle du contenu de la base entraîne l'obligation de repartager la valeur ajoutée, quelle qu'en soit la forme ou l'importance, avec la collectivité. Alors, bien évidemment, cela n'interdit pas les exploitations commerciales de ces créations dérivées, mais ça la rend plus difficile dans la mesure où, dès lors qu'il n'y a pas de réservation privative, que l'on doit laisser l'accès à la base, bien évidemment, les exploitations commerciales s'en trouvent entravées. En revanche, dans la licence Etalab, cette clause de partage à l'identique est absente. Et de ce fait, cela autorise la réservation privative des bases dérivées par le réutilisateur. Mais ce faisant, on rompt alors la chaîne d'ouverture des données et il faut se rappeler à cet égard que le fondement de l'ouverture des données publiques est un argument fiscal. C'est en effet parce que le contribuable a financé la production de la donnée par l'administration que la collectivité doit pouvoir accéder librement à la donnée et la réutiliser gratuitement. Toutefois, l'appropriation privative des bases dérivées, voire de la base elle-même, ce que permet la licence Etalab, au moyen soit du droit sui generis sur la création dérivée et à défaut par une protection contractuelle, prive la collectivité de son droit d'accès. Et donc, la licence Etalab favorise également des pratiques d'enclosure, puisqu'elle soustrait une ressource commune ou du moins entrave son développement. Alors, je pense que j'ai été trop longue, mais rapidement, je vais conclure. Donc, il existe effectivement, au-delà, lorsqu'on regarde au-delà et notamment dans une perspective prospective, le fameux règlement sur la gouvernance des données, il existe effectivement des pistes qui donnent à penser que la distinction entre données publiques et données privées pourrait être dépassée, notamment dans le cadre de l'altruisme des données ou encore par des catégories transversales. Mais cependant, encore une fois, ça va dépendre de l'adhésion des destinataires. Ce qui m'a le plus surprise, et ce seront mes derniers mots, ce qui m'a le plus surprise en creusant le sujet, c'est, et je le confesse, je pensais véritablement cette distinction avec laquelle j'ai été mal élevée, puisque effectivement, j'ai une formation niçoise et je connais, enfin, du coup, j'ai été formée à l'école économique, à l'école de droit économique de Nice. Et donc, effectivement, la distinction, on nous la donne comme étant très relative. Je pensais véritablement que dans le domaine du numérique, où précisément cette distinction entre données publiques et données privées est simplement latente et certainement pas nommée, j'ai été très étonnée de la voir réapparaître et de l'avoir résisté avec plus de force que je ne pouvais l'imaginer.
Donc, c'est un constat paradoxal. Je vous remercie. Ah oui, pardon. Et je vais également juste dire un petit mot sur Madame Maric et sur sa très riche contribution, puisque Madame Maric avait en projet effectivement d'étudier l'imbrication des acteurs privés et des acteurs publics dans la réalisation de missions qui étaient autrefois régaliennes, mais avec une très riche approche à travers à la fois des aspects théoriques et pratiques, mais également un éclairage comparatiste, comme vous l'avez tout à l'heure souligné. Je vous remercie infiniment. Bien, merci beaucoup, Madame Malraux. C'était passionnant, c'était technique, mais vous avez expliqué ça de façon extrêmement claire et pédagogique, donc je crois même avoir compris tout ce que vous avez expliqué. Sans plus attendre, parce qu'on aura comme ça un petit peu de temps pour le débat, je cède la parole à Madame Maric, et voilà, normalement on vous voit. Je vous cède la parole tout de suite, et comme ça on aura un petit peu de temps pour le débat ensuite, après votre intervention. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Van Merwijk, pour cette invitation. C'était très gentil, aimable de votre part de m'avoir avec vous aujourd'hui. Je voulais aussi remercier Madame Varnereau pour toute sa patience et sa générosité pendant nos discussions. Et je voulais aussi vous présenter toutes mes excuses pour les petits problèmes techniques de la fois passée, mais voilà, nous sommes là. Alors, les nouvelles technologies sont présentées comme un facteur de perturbation, d'irritation des modes d'organisation de notre société, de l'économie contemporaine, mais ce qui est nouveau comme technologie, ce n'est pas un phénomène qui est purement contemporain. Il y a eu dans le passé des nouvelles technologies qui ont perturbé les relations économiques, sociales, politiques et donc les relations entre les sphères publiques et privées. Et j'aimerais en partie contextualiser un petit peu ces nouvelles technologies, ce qu'on appelle les nouvelles technologies, dans ma contribution, pour essayer de montrer qu'il y a des points de continuité, de permanence, comme Madame Varnereau l'a dit, la distinction publique-privée ressurgit dans son étude. Moi, peut-être que je montrais les permanences dans l'imbrication entre le droit privé et le droit public quand il s'agit d'une situation administrative assez concrète. Et donc, dans mon premier point, je partirai sur une perspective historique assez sélective, ne vous inquiétez pas, et choisi. Et dans mon deuxième temps, je donnerai un cas d'étude très concret en partant de la situation à Bruxelles de l'usage de certaines technologies. Bien sûr, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais en ayant un cas d'étude que l'on peut analyser de manière plus systématique, on peut peut-être voir des dynamiques qui passent inaperçues quand on prend une approche plus globale, transversale, voire mondiale d'un phénomène. Alors, dans la perspective historique, ce n'est pas du tout inhabituel de replacer la distinction public-privé dans un contexte historique. Un auteur de droit administratif particulièrement éminent, le professeur Jean-Bernard Rouby, a écrit et a publié une contribution en décembre 2020 dans l'Oxford Handbook of Administrative Comparative Law sur ces distinctions public-privé, et il repart sur une analyse relativement historique. Alors, j'ai traduit brièvement son texte en français, et il nous dit, dans le passé, la répartition des rôles entre acteurs publics et privés était relativement claire et stable. D'un côté, les biens publics étaient fournis par les institutions publiques, tandis qu'à quelques exceptions près, les acteurs privés se préoccupent de leur prospérité. Les choses sont plus compliquées aujourd'hui. Les pouvoirs publics externalisent un grand nombre de leurs tâches, y compris les tâches régaliennes qui semblaient autrefois insusceptibles d'une telle délégation. Les fonctions de sécurité et les missions militaires, par exemple. Il continue un petit peu plus loin, l'avènement des villes numériques et intelligentes, donc les fameuses Smart Cities, renforce ce mouvement car il permet aux acteurs privés de fournir spontanément des services d'intérêt public. En fait, nous nous trouvons, dit-il, dans un monde où les biens publics sont de plus en plus coproduits par des acteurs publics et des acteurs privés coopérant sous différents régimes juridiques. Et là, je m'interroge, avec tout le respect que j'ai pour Monsieur Rouby et
son érudition dans la matière, et je le dis vraiment, c'est une personne que je respecte profondément, mais il y a une question que je me pose par rapport à cette citation qui est à quel moment de l'histoire se situe-t-on pour penser que les rôles entre le public et le privé ont été stables et clairs? Peut-être que de manière parcellaire, fragmentaire, à certains moments, dans certaines situations, et ce fut le cas, mais sans être profondément historienne, il y a énormément de situations qui appellent au contraire à nuancer cette idée que les rôles entre le public et le privé sont stables et clairs de manière générale. Bien sûr, il nous parle des armées, et aujourd'hui, c'est une mission de souveraineté, mais si je retourne quelque part dans le Moyen-Âge, les armées étaient des armées privées qui étaient mises au service d'une personne par une autre contre une forme de rétribution, et ça n'avait pas nécessairement une mission régalienne. C'est l'État moderne qui l'a conçue, progressivement d'ailleurs. Et bien sûr, cette construction progressive a des répercussions sur la pensée politique. On parle de Hobbes en particulier pour lier avec le traité de Westphalie et ce que je viens de dire sur la naissance d'un État moderne et de l'armée en particulier qui se professionnalise. Mais il y a eu toujours des opposants ou des remises en question de cette dichotomie droit public, droit privé. Et la meilleure personne auquel on peut penser, c'est bien sûr Albert Disset à la fin du 19e siècle qui remet en cause l'existence même d'un droit administratif en disant qu'il ne peut pas exister un droit particulier pour les personnes publiques parce qu'il faut un régime égal pour les personnes publiques et les personnes privées. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand Disset écrit en 1885 contre un régime français qu'il considérait relativement autoritaire, c'est qu'il écrivait aussi dans un contexte politique, historique, social et économique tout à fait particulier. Et ça, en général, on oublie, c'est qu'il était préoccupé par le collectivisme profondément développé ou les tendances collectivistes qui se développaient en Angleterre à la suite de la révolution industrielle et des problèmes de paupérisation qui étaient liés à cette révolution industrielle. Dans son analyse, il met en avant, et ce qui le préoccupe, c'est la liberté d'association, le développement des syndicats, le droit de grève et la nationalisation de la terre qui était particulièrement importante à l'époque. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un contexte historique, social qu'il ne faut pas oublier. Alors, si je parle de Disset, il faudrait parler comme mode d'imbrication du public et du privé, bien sûr, de la Compagnie orientale des Indes. Mais si je reviens aux détracteurs de Disset, qui sont plutôt des Français ou des auteurs, disons, continentaux, qu'est-ce qui se passe en France et dans le continent européen à l'époque de Disset, donc le 19e siècle, qui voit cette révolution industrielle, qui est basée sur quoi? Sur des nouvelles technologies, bien sûr, en particulier laquelle les chemins de fer. En 1830, en Belgique, c'est le début de l'émergence des chemins de fer qui vont porter la révolution industrielle et la prospérité industrielle de la Belgique. Eh bien, quel est l'outil de droit administratif qui se développe? C'est la concession. Et la concession qui va émerger partout, en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, dans tous les pays de l'Europe de l'Est, en Allemagne, bien sûr, ce qui viendra à l'Allemagne, une concession, c'est un acte unilatéral par lequel les pouvoirs publics octroient un droit d'exploitation exclusif à des partenaires privés qui vont prendre quoi? Le risque de l'investissement dans l'infrastructure nécessaire pour assurer l'exploitation du service et les risques commerciaux. Et on voit que cet outil la concession qui a vraiment était un élément important de la construction du droit administratif français pour nos voisins et pour Madame Warneau, mais aussi plus amplement dans d'autres États continentaux. C'est un outil qui est de la coopération entre les acteurs publics et privés avec un régime hybride par lui-même, à la fois partiellement réglementaire, partiellement contractuel actuellement. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que la concession, on va la retrouver, ou des types liés à la concession, on va la retrouver dans les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Alors, c'est là que je fais un saut historique d'un siècle, excusez-moi, peut-être que dans ma contribution, je serai un petit peu plus nuancée, mais toutes ces nouvelles technologies dont on parle aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on parle des nouvelles technologies comme étant un ensemble qui serait homogène, mais quand on parle de l'action publique, des services publics ou bien de la police administrative, les nouvelles technologies se manifestent de manière très diverse. On peut juste penser à l'usage de drones potentiellement par la police, les surveillances de masse des télécommunications ou des transports
aériens ou autres, l'usage des algorithmes pour décider d'une place à l'école, les applications Covid-19 pour le moment, etc. Donc, il y a une multiplicité de nouvelles technologies et toutes ne sont pas nécessairement soumises au même régime. Mais dans ma contribution écrite, j'essaierai de dresser une catégorie des articulations et des coopérations entre le public et le privé qui se nouent autour de ces nouvelles catégories. Et pour le moment, je vais juste énumérer trois catégories possibles et je me concentrerai sur un exemple particulier. Alors, il y a toute la collaboration qui se noue autour de la donnée, et ça c'était l'exposé particulièrement intéressant et didactique de Madame Varnereau, bien sûr, la collecte des informations, leur traitement, leur circulation de l'autorité publique vers les entreprises privées qui peuvent la commercialiser potentiellement, ou en tout cas l'utiliser, mais aussi, n'oublions pas, le transfert des données privées vers le public, et c'est par exemple les questions relatives au transfert de données des passagers par les compagnies aériennes au pouvoir public, qui ont donné lieu récemment à la jurisprudence de la Cour de justice, avec des interprétations différentes de la même question préjudicielle par la Cour constitutionnelle belge et le Conseil d'État français. Donc il y a des implications aussi en droit administratif de ces collectes, ces mécanismes que Madame Varnereau nous a expliqués il y a quelques minutes. Et puis, il y a aussi l'élaboration et la conception de l'algorithme lui-même. Ce n'est pas uniquement la collecte des informations, c'est cet algorithme, donc vous savez, ce schéma décisionnel où on dit s'il y a ceci, alors cela, s'il y a ceci, alors cela, etc. C'est l'arbre décisionnel qui va être appliqué à la donnée pour la traiter et en retirer des informations qui vont participer à la décision administrative. Qu'est-ce que c'est cet algorithme? Sa nature juridique n'est pas du tout claire. Dans certains pays européens, on dit que c'est un document administratif, dans d'autres, on dit que c'est une décision administrative, dans d'autres pays, on dit qu'il s'agit de la motivation de la décision administrative. Mais cet algorithme, ce qui est sûr, c'est qu'il est coproduit par des informations qui sont proposées, demandées par l'autorité publique et une mise en œuvre de cette demande par un acteur privé. Donc, j'essaierai de préciser un petit peu plus la nature juridique de cet algorithme dans ma contribution écrite. Mais ce qui est moins connu ou moins détaillé souvent quand on parle de la donnée, de l'économie de la donnée, c'est tout ce qui est nécessaire à tout ce qu'on vient d'expliquer. Ce sont les infrastructures. Les infrastructures parce qu'il faut des capteurs pour absorber les données qui sont dans la ville, par exemple. Il faut des satellites, il faut un cloud, il faut des portails pour traiter les informations et demander des redevances. Si on parle, par exemple, d'une vignette électronique sur les autoroutes européennes, toutes ces infrastructures, c'est extrêmement important. Même s'il n'y a pas nécessairement de directive européenne à ce niveau, les réflexions, en particulier américaines, sur la donnée mettent l'accent sur l'importance de réfléchir au statut juridique de ces infrastructures. Alors, ces infrastructures, c'est là que revient ma concession sur lequel je vais un petit peu développer un exemple concret avec Bruxelles. Et excusez-moi, Monsieur Van Merle, je crois que vous connaissez une partie de l'histoire mieux que moi, mais j'avais choisi cet exemple avant de connaître votre implication dans la surveillance des parkings publics à Bruxelles et des questions préjudicielles à la Cour de justice, mais je ne vais pas parler de cette histoire-là. Ce qu'il y a, c'est que techniquement, donc, qu'est-ce qui se passe avec les parkings publics à Bruxelles et la surveillance et la perception des redevances? C'est que l'histoire commence en Belgique avec la dépénalisation de la gestion du stationnement urbain en 2003 qui a donné lieu à la naissance d'un grand nombre de concessions, donc les communes qui ont demandé à des acteurs privés de gérer cette surveillance et cette perception des paiements dus pour les stationnements, et un grand concessionnaire en Belgique était par exemple Vinci. Mais à un certain moment, cette relation de concession n'a plus été vue d'un œil favorable par un certain nombre d'acteurs, et les acteurs publics ont essayé de reprendre partiellement le contrôle de ces concessions. Alors, la situation est différente en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Je me concentre sur la situation bruxelloise. Ce qui s'est passé, c'est qu'à Bruxelles, on a eu une ordonnance qui a été adoptée en 2009 qui a créé une agence de stationnement. À la base, c'était juste une cellule administrative, mais progressivement,
Cette cellule administrative a été externalisée. Il s'agit maintenant d'une agence qui s'appelle Parking Bruxelles. Et c'est bien un être hybride. Hein, c'est une société anonyme de droit public, comme la STIB, comme le port de Bruxelles. Donc, elle a été créée par un acte notariel, un conseil d'administration. Mais les membres de ce comité d'administration sont nommés par le gouvernement. Et il y a 2 commissaires du gouvernement. Donc, c'est Missi Dominici qui rapporte au gouvernement les actes importants qui sont décidés par l'agence. Et il y a forcément un contrat de gestion, de nouveau, un de ces actes juridiques hybrides entre l'agence et le gouvernement. Cette agence, elle est importante. Il y a comme 200 personnes qui y travaillent. Il y a un chiffre d'affaires de plus de 30 millions d'euros la dernière année de chiffre d'affaires disponible. Donc, c'est un agent économique important qui utilise quoi? Pour revenir à mon histoire, les nouvelles technologies, pas uniquement pour les marchés publics, mais aussi pour le téléjalonnement, le smart parking, la plateforme régionale de paiement des redevances qui s'appelle BiPass, la smart mobility, la mise en place de banques de données de stationnement sur le territoire de la région bruxelloise. Tout ça se fait avec des big data, etc. Que dit l'ordonnance? Eh bien, il y a des problèmes avec cette ordonnance. En 2009, l'ordonnance disait que les communes avaient l'obligation de transférer de déléguer leur pouvoir de surveillance sur les parkings de la voie publique et la mission de perception. Il y a un certain nombre de communes bruxelloises qui se sont opposées à cette obligation de déléguer leur pouvoir. Pourquoi? Parce que ça mettait fin à leur concession avec des acteurs privés, ça allait demander une rétribution, une compensation pour cause de résiliation anticipée, ça allait avoir des conséquences sur le budget des communes, donc elles n'étaient pas d'accord. Ces communes ont été devant la Cour constitutionnelle pour contester la constitutionnalité de cette obligation de délégation, et la conséquence a été qu'il y a eu une renégociation entre les communes et la région, et maintenant l'ordonnance prévoit simplement une possibilité qui est ouverte pour les communes de déléguer ce pouvoir de surveillance et de perception. Progressivement, l'agence récolte ces délégations, mais ce n'est toujours pas le cas sur l'ensemble du territoire. À terme, l'idée, c'est que l'agence de stationnement pourra identifier un concessionnaire pour l'ensemble du territoire le jour où elle sera compétente pour l'ensemble du territoire. Et il y a des règles pour fixer la redevance, et c'est bien une redevance et pas un impôt pour le stationnement, puisqu'il y a une contrepartie à la mise en place d'une place de stationnement permettant d'assurer la rotation des véhicules. Alors, comme je disais, l'idée, c'était d'assurer une certaine uniformité sur de la politique de stationnement à Bruxelles, et il y a des clashs locaux, régions, avec pour enjeu le financement qui est là au profit de ces concessionnaires privés. Alors, les techniques sont très différentes. Je dis, il y a certaines communes où il n'y a pas du tout de délégation. Dans d'autres communes, il y a une délégation seulement de la surveillance des parkings. Dans d'autres, il y a une délégation de la surveillance et de la perception. Et dans d'autres, il y a des petits ajouts qui ont été effectués dans les conventions entre la commune et l'agence. Donc, en fait, on est devant une situation particulièrement fragmentée. Alors, si je me tourne sur les mécanismes de mise en place de ce mécanisme d'usage de nouvelles technologies au profit de la surveillance des parkings sur la voie publique, qu'est-ce qu'on voit? Sur certaines communes, sur le territoire de certaines communes, et normalement Bruxelles et XL, on a cette scan-car, ces voitures qui a des scanners et qui passent dans la ville, sur le territoire de la commune, pour récolter toutes les plaques, les numéros de plaques d'immatriculation. Et à la fin de la journée, il y a un data matching pour vérifier si toutes les personnes, tous les automobilistes dont la plaque d'immatriculation a été relevée pendant la journée ont bien payé la redevance qu'ils devaient payer, s'ils avaient droit à des dérogations, s'il y avait des circonstances particulières où le paiement n'était pas dû, etc. Donc, tous les soirs, il y a une réconciliation, une opération de réconciliation qui a lieu. Mais ce qui se passe, et ce qui est intéressant, c'est que si vous n'avez pas payé volontairement par le biais de votre SMS, de votre application smartphone ou par le rodateur, ce qui se passe, c'est que vous allez recevoir en tant qu'automobiliste un ticket quelques jours plus tard, et
bon, il y a des problèmes qui se posent pour contester la redevance si jamais vous souhaitez la contester parce que c'était 3 jours auparavant, vous ne pouvez pas vérifier les circonstances factuelles. En tout cas, ça peut poser des questions pratiques, mais surtout, en tant qu'automobiliste, vous devez d'abord payer et puis contester. C'est bien l'ancien principe du droit administratif, du privilège du préalable. L'administré doit d'abord obéir et puis contester, donc tout ce qui est autour est faussement contractuel quelque part. Alors, quand on analyse ceci de manière un petit peu plus théorique au regard des évolutions et des tensions qu'on peut identifier et de la doctrine relative aux nouvelles technologies dans les smart cities, que peut-on dire? D'abord que cette agence parking, elle a tendance à augmenter ses missions. Donc, on dit tout le temps il y a une privatisation par le biais des nouvelles technologies. Je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi privatisation de certaines parties des activités par le biais des nouvelles technologies, mais on voit aussi que certains acteurs publics ont tendance à centraliser le pouvoir. On va dans cette direction. Maintenant, au bout d'une dizaine d'années, cette agence, elle prépare certains actes, elle élabore des actes, elle participe à l'élaboration des plans de stationnement, elle va participer à l'exécution des plans et sa prochaine étape, et c'est très clair dans ses rapports et dans ces différents documents qu'on peut trouver qui sont publics, elle voudrait pouvoir aussi vérifier les infractions de stationnement, donc se placer dans la vérification d'infractions et de sanctions administratives communales qui sont beaucoup plus dans le domaine des sanctions administratives, donc de la police administrative, plus que de la gestion d'un service plus ou moins public de stationnement. Et ça, c'est l'étape qui est très claire. Il y a des formations du personnel qui vont dans ce sens-là, même si les communes, sur ce plan-là, sont beaucoup plus résistantes à aller dans cette direction. Alors, tout ce qu'on dit, donc il y a bien une privatisation. Ce que je viens de dire de la centralisation au profit d'une certaine entité n'empêche pas qu'il y ait effectivement une privatisation. Mais est-ce que c'est lié aux nouvelles technologies ou est-ce que c'est le facteur principal ou est-ce que c'est un véhicule, une privatisation au profit de Cisco, IBM, Siemens? C'est plus compliqué parce que ce n'est pas si nouveau que ça. Déjà en 2003, Vinci était là, ou l'entité qui prédatait Vinci. Ce n'est pas si nouveau que ça. Si on va avoir dans le passé cette relation entre le public et le privé pour gérer le domaine public, ce n'est pas si nouveau que ça. Enfin, il y a peut-être des particularités liées aux nouvelles technologies, mais quelles sont vraiment ces particularités? Il faut peut-être être plus nuancé. Et puis, il y a l'autre élément qui est la position de l'administré. Est-ce qu'il n'y a pas une transformation de son rôle d'administré en consommateur quelque part? En tout cas, le rôle devient très ambigu. Ça peut être intéressant ici parce que quand on regarde notre ordonnance de 2009 à Bruxelles, on voit que l'automobiliste a un rôle à la fois public et un rôle privé, ou une casquette publique et une casquette privée qui apparaissent successivement. Donc, l'automobiliste qui ne paye pas volontairement sa redevance par le rodateur, le SMS ou l'application, il va recevoir son paiement forfaitaire, sa redevance forfaitaire chez lui, et l'ordonnance dit qu'il y a une présomption de choix. Ça, c'est l'ordonnance qui le dit. Donc, ce monsieur, il a choisi, il a émis un consentement pour une option de paiement. Et c'est important parce que ça conditionne la nature de redevance. S'il n'y avait pas ce choix présumé, on passerait dans d'autres techniques de droit administratif. Alors, on peut aussi dire que la relation reste très asymétrique entre notre automobiliste et l'autorité publique. Bien sûr, il y a tous des aspects de choix qu'on peut voir dans le dessin de notre application. Il y a plusieurs services de parking qui sont disponibles. Je vous ai dit à plusieurs reprises, vous pouvez choisir entre un SMS, le rodateur ou différentes applications. Il y a plusieurs choix selon l'endroit où vous vous trouvez. Donc, il y a un choix qui est implicite. Vous pouvez choisir entre la voiture électrique, le vélo, etc. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des communes qui rationalisent, qui raréfient l'espace de parking, qui mettent des conditions de temps, de durée, d'événements, de lieux particulièrement nombreux et qui permettent de cette manière une régulation de l'usage de l'espace public de manière détaillée. Alors, si je veux refaire le lien avec l'exposé de Madame Varnereau, et la donnée, où elle se trouve la donnée? Ben oui, elle est là quelque part. J'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même le lien
qu'il y a entre l'automobile qui est sur la voie de stationnement et le ticket qui sera payé, qui devra être payé. C'est la donnée qui établit ce lien. Mais quand on voit comment elle est traitée juridiquement, cette donnée, eh bien, les mécanismes qui sont mis en place pour respecter les lois sur la protection des données et les différentes réglementations européennes, on voit que ces données sont intégrées dans des relations qui sont préexistantes. Par exemple, les concessions de services publics au profit de Vinci. Vous avez sur le site de la DIV qui sont tout à fait publiques, toutes ces conventions modèles de relations entre le concessionnaire et la commune. Et vous voyez que ce sont des clauses tout à fait types où le concessionnaire s'engage effectivement à respecter la législation sur la protection de la vie privée. Et donc, l'aspect contractuel devient extrêmement limité. Ce sont toutes des clauses types qui s'appliquent. Alors, je suis aussi très longue et je voudrais laisser la place à la discussion. Donc, je vais conclure rapidement pour dire, comme M. Van Merbeek disait dans son introduction au cycle de conférences, on voit bien qu'il y a une constitutionnalisation des relations au cours. Je vous ai parlé de l'arrêt de la Cour constitutionnelle belge, soit en 2010 pour mes redevances, soit avec les règles en matière de transfert de nom des passagers dans leurs relations aériennes. Il y a une influence des instruments européens de droit de l'Union ou même de la Convention européenne des droits de l'homme, voire de la Convention 108 du Conseil de l'Europe. Mais il y a aussi cette imbrication des relations publiques et privées. Et donc, si je voulais, lancer une discussion sur reconfigurer cette distinction droit public et droit privé en retournant sur le fait qu'il y a toujours eu cette imbrication. Mais comment la repenser? Je pense qu'il y a 3 éléments sur lesquels on peut réfléchir. Un, ce n'est pas une binarité public-privé. Aussi bien dans le public que dans le privé, il y a beaucoup plus d'acteurs qui sont concernés. À Bruxelles, pensons à cette tension qui existe entre le régional et le local, par exemple. Au niveau de la sphère privée, il y a moi, petit citoyen, et il y a ces grandes multinationales. Il faut sans doute différencier dans la sphère publique et dans la sphère privée les acteurs et essayer de les recomposer un petit peu différemment. Et puis, il y a cette notion d'espace qui est importante, surtout avec les nouvelles technologies. D'habitude, on distingue l'espace public d'un côté, l'espace privé de l'autre. Mais on voit apparaître aussi cette distinction entre l'espace physique, matériel, et l'espace digital, l'espace online. Comment est-ce que ces deux types de distinctions s'articulent? Et en particulier, comment est-ce que ça permet de repenser cette autre distinction importante du droit administratif, police administrative, service administratif, et l'exemple du stationnement est assez intéressant parce qu'on voit qu'on passe de l'un à l'autre ou que la distinction peut être assez floue, mais le lien social qui se crée soit avec la police administrative, soit avec le service administratif, service public, sont des liens de nature quand même essentiellement différente. Un, c'est basé sur l'ordre public, la sécurité et la tranquillité. De l'autre côté, on est sous un aspect beaucoup plus de solidarité. Donc, repensons tout cela. Et surtout, mon troisième point, qui est beaucoup plus vaste, mais qui, je pense, est extrêmement important, mais qui va sur la dimension collective et individualisation en droit administratif, c'est repensant qualitatif-quantitatif. Une grande partie du droit administratif moderne depuis les années 1970, où c'est le moment où les nouvelles technologies liées à l'information apparaissent particulièrement en France et en Europe, l'idée a été de s'assurer que l'administration ait toutes les informations nécessaires pour prendre en compte les circonstances de fait et de droit qui sont pertinentes et uniquement les circonstances de fait et de droit pertinentes à la situation de l'administré pour que l'administré ait une décision administrative qui soit, disons, justifiée et légitime, si vous voulez. Et donc, il y a eu des principes de démocratie administrative qui ont été mises en place. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec les big data, et tout ce que je viens d'expliquer, Madame Varnero, c'est qu'il y a une distorsion de cette adéquation entre la décision administrative et sa particularisation aux circonstances de l'individu sur lequel la décision administrative va être prise. Pourquoi ? Parce que les big data sont
très générale. Il y a un problème d'adéquation entre les big data et la réalité, soit physique, soit sociale, soit économique qu'elle représente. Et par ailleurs, il y a une distorsion de ma place en tant que citoyen, parce que je n'ai pas nécessairement accès à toutes les nouvelles technologies, parce que je n'ai pas la dernière version du bon logiciel comme moi, qui a des problèmes pour me connecter à Teams, alors que bon, je ne suis pas nécessairement une personne qui suis particulièrement défavorisée. Donc, si en plus j'étais défavorisée, quels ne seraient pas mes problèmes digitaux? Mais il y a une distorsion de ce que je suis en tant que citoyen et des outils technologiques qui donnent une information à l'administration. Et c'est là qu'on voit réapparaître l'asymétrie entre public et privé, et peut-être est-ce là qu'on doit repenser cette dichotomie droit public, droit privé. Je vous remercie et j'espère que nous aurons une bonne discussion. Bien, merci beaucoup pour cet exposé très intéressant, très clair aussi, avec une petite perspective historique. On voit évidemment dans vos deux exposés cette distinction droit public, droit privé ou public-privé. Bien, elle est franchement pas étanche, mais Madame Maric a montré qu'elle l'a peut-être jamais été, ou certainement moins qu'on ne le croit parfois. Et évidemment, toute la nécessité de penser cette zone grise, ces objets juridiques non identifiés, ou ces relations un peu compliquées, cette asymétrie, avec du coup des nouvelles perspectives. Et je vous remercie Madame Maric d'avoir amené comme ça de nouveaux angles de réflexion qui, à mon avis, vont certainement susciter des réactions dans le public. Comme je sais que la première question est souvent la plus difficile, je vais courageusement endosser ce rôle et profiter du fait que j'ai la parole d'ailleurs de manière un petit peu sournoise pour vous demander à tous les deux votre avis sur un sujet qui m'intéresse un peu particulièrement avec ma casquette de magistrat, qui est la publication des décisions de justice. Il y a une loi belge qui impose, enfin qui devait imposer normalement pour septembre 2020, mais à défaut d'infrastructure, Madame Maric, évidemment, on n'a pas pu mettre en place cette publication de toutes les décisions de justice, mais qui devrait normalement un jour arriver. Je pense que septembre 2021 était l'objectif, on verra ce que ça donne. Mais pourquoi est-ce que ça m'intéresse? Parce que je pense qu'évidemment, il y a d'abord un problème qui se pose, c'est la question des données privées qui se retrouvent dans ces décisions de justice. Alors, le législateur, évidemment, a dit qu'il faut les anonymiser. Donc, anonymiser, c'est quoi? C'est en fait qu'on ne puisse pas retrouver le nom de la personne. C'est pas trop compliqué, mais ça pose beaucoup d'autres questions parce qu'il y a tous les problèmes d'identification indirecte, ce qui fait que dans une décision de justice, on a souvent une adresse ou un lieu, une profession ou d'autres choses, qui fait qu'en fait, avec des bons logiciels, on peut toujours finalement réidentifier une personne quasiment de manière à peu près certaine. Donc, on a un problème en termes, si vous voulez, de publicisation, si vous voulez, d'une donnée privée qui va se retrouver mise à disposition de tous, avec, à mon avis, des outils techniques qui ne seront pas suffisants pour assurer cette anonymisation. Et puis, un phénomène qui est un autre phénomène, qui est celui des logiciels de justice prédictive, qui vont s'emparer de toutes ces décisions pour pouvoir offrir un service privé de prévision des décisions de justice sur base d'une analyse un peu statistique sur laquelle il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais enfin, ici, on aurait quelque part une sorte de privatisation des données publiques avec des questions que ça pose. Donc, on retrouve un petit peu ces deux tendances que Mme Vernereau exposait, de privatisation de données publiques ou de publicisation de données privées. Et j'aurais voulu avoir votre avis sur ce sujet. C'est peut-être trop vaste ou trop précis, je ne sais pas, mais si l'une ou l'autre parmi vous a envie de répondre, je serais intéressé d'avoir votre perspective. La première qui parle, je m'arrangerai pour qu'on puisse la voir à l'écran. Madame Vernereau, peut-être? Oui. Alors, oui, je remets ma caméra. Oui, sur la perspective de publicisation, enfin de décisions de justice, j'avoue que je confesse avoir peu suivi, enfin, pas avec l'intérêt que cela aurait mérité, d'autant que mon mari est magistrat. Donc, j'ai sensible également à d'autres aspects, mais effectivement, le problème que vous évoquiez sur l'anonymisation et cette possibilité d'identification indirecte à mon sens, est effectivement problématique. Je la mettrais peut-être en lien avec d'autres éléments et justement sur la protection des données personnelles, dont on sait qu'elles font l'objet d'un droit fondamental. Néanmoins, j'ai l'impression que
tout aussi fondamental qu'il soit, la protection des données personnelles est en train, enfin, me semble-t-il, est infléchie, pas simplement par le jeu de cette publication des données, publication des données de justice, mais également sur le terrain du droit de la consommation, où l'on voit de manière différente, mais également proche, le fait que l'on puisse admettre la contrepartie, les données privées comme étant une contrepartie non monétaire. J'ai le sentiment qu'il y a, mais c'est un sentiment, comment dire, qui n'est pas assis dans une compétence véritablement très forte, que cette protection est infléchie, c'est-à-dire elle a un caractère extrêmement formel, mais qu'elle est grignotée par maints aspects. Donc celui que vous évoquiez, mais également celui qui apparaît du côté du droit de la consommation, notamment avec cette directive sur les contrats de services ou de fourniture de services ou de contenu numérique. Ou de la même manière, effectivement, même si on affirme encore une fois le primat du RGPD, en pratique, on s'accommode de son inflexion. Si c'est l'État qui vient offrir les données privées sur un plateau d'argent, alors certes avec une bonne intention de mettre la jurisprudence à disposition des justiciables, de favoriser la sécurité juridique, mais là c'est vraiment lui qui vient offrir toutes ces données, parfois très très personnelles, même si elles sont anonymisées, mais qui parfois parlent quand même de litiges qui touchent à des choses qui sont... Et c'est ça qui est un peu évidemment, parce qu'on imagine bien en effet dans le cadre des sociétés commerciales qu'elles ont besoin de ces données et qu'elles ont trouvé des moyens pour s'y approprier, mais enfin, ici c'est l'État qui leur fait quand même un joli cadeau. Oui, mais je vous remercie en tout cas. Je ne sais pas si Madame Baric, vous avez envie Oui, mais je ne suis pas une spécialiste, mais je voulais dire que penser de la publicité des débats, a priori, ça serait, dans un idéal moderne, c'est ça qui est l'idéal de publicité d'une affaire, d'un litige, c'est que tout le monde puisse avoir accès à ces données. Alors là, vous êtes en train de dire qu'il faut protéger les personnes privées qui vont avoir des répercussions négatives, où on va en fait transformer, extraire une valeur économique d'une personne par rapport à une personne qui a des problèmes qui peuvent être dramatiques quelque part. Pourquoi est-ce qu'on va essayer de vendre un prêt à la consommation, je ne sais pas, à une personne qui a un divorce très très compliqué. Quelque part, ça semble contraire à une certaine idée de moralité, en tout cas de moi. Donc je peux comprendre, mais d'un autre côté, comment ne pas se dire, c'est aussi notre idée de publicité, il y a quand même aussi une protection qui est donnée par cette publicité. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir de manière plus large alors à ce débat et aux intérêts en cause? Mais après, moi, ce que je trouve aussi intéressant et plus proche des big data et tout ça, et qui pose vraiment un problème, non plus au niveau individuel, mais au niveau structurel de la justice, c'est tout ce que ça permet en termes de justice prédictive, quoi, et de dire que c'est le passé qui va établir ce que va être le futur du droit. Et ça, pour moi, c'est juste le contraire de ce qu'est l'action du juge. Quelque part, c'est d'ouvrir des possibilités d'interprétation, pas de les fermer. Et ça me semble susciter, ou devrait susciter, une réflexion de la part des personnes qui sont attentives à ce que c'est la justice et quels sont les financements qui sont derrière. Parce qu'on revient à la question que j'aime bien, qui est plus le financement des infrastructures, etc. Mais quels sont les ressources financières du ministère de la Justice pour vérifier qu'il y a une certaine qualité de la justice, parce que vous êtes magistrat, je ne sais pas exactement quelles sont vos conditions de travail, mais elles ne sont peut-être pas toujours excellentes, et en termes de volume à traiter. Et donc, si vous parlez du volume à traiter, est-ce que ce n'est pas aussi bien qu'une partie du contentieux puisse être traitée par des méthodes qui sont plus digitalisées, mais jusqu'où on peut aller? Parce qu'il y a des petits litiges aussi, il y a des cas où il n'y a pas vraiment un litige sur le droit, mais c'est juste une facture qui n'est pas payée, une amende de stationnement qui n'est pas payée, mais qui en fait n'est pas contestée ou contestable, etc. Mais dans d'autres cas, il y a vraiment un besoin de prendre du temps, de réfléchir et d'élaborer une solution. Est-ce qu'il ne faut pas
réfléchir de manière vraiment stratégique à trouver un équilibre entre les deux. Et je n'ai pas de solution. Vous êtes le magistrat, vous avez peut-être plus d'idées concrètes de ce qui se passe en Belgique, mais sans doute aussi en France ou dans d'autres pays, pour réfléchir à où mettre l'équilibre. Oui, la technologie, c'est un outil, donc il peut y avoir des aspects positifs, mais il y a aussi potentiellement des dangers. Et comment est-ce qu'on trace la balance contre les deux? Donc pour moi, je partirais plus sur un effet infrastructure générale que la question de très individualiste ou individualisé d'un problème personnel dans un litige spécifique. Vous voyez. Et, enfin, je sais pas. Oh, allez-y. Non, c'était juste une petite observation. Effectivement, la remarque est tout à fait juste. Et puis, ça pose également un problème, effectivement, dans la sélection des opérateurs, hein, pour la justice prédictive, qui sont en France en nombre réduit. Et à partir du moment où on a un nombre réduit d'opérateurs, on a toujours ce risque, mais que l'on pouvait déjà mesurer tout simplement dans les modes de production doctrinaux, hein, lorsqu'on regarde les éditeurs, il y a un groupe réduit d'éditeurs qui est de plus en plus concentré et qui donne effectivement un pouvoir sur la compréhension de la règle de droit. C'est-à-dire que c'est un prisme qui nous délivre la manière dont on doit comprendre la règle du droit, qui infléchit. On perçoit la règle à travers l'exposé qui en est publié. Et ça, c'est dans le domaine matériel, mais on retrouve la même problématique dans le cadre de la justice prédictive, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où les opérateurs sont réduits, en nombre limité, même si l'algorithme a toujours cette vocation à la neutralité, ou en tout cas cet affichage de neutralité, la neutralité n'existe jamais vraiment. Ça dépend des sources que l'on enregistre, sur lesquelles on travaille. Je ne sais pas si je me fais entendre, mais effectivement, c'est ce que l'on constate déjà dans l'ordre physique, c'est la même problématique qui peut, je ne dis pas que ça se produit, qui pourrait se reproduire dans le cadre de la justice prédictive, hein, au-delà des autres aspects qui ont été évoqués. Merci beaucoup. Je vois qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes et on a évidemment d'autres personnes qui sont là et qui voudraient peut-être intervenir. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Auquel cas, je vous invite à brancher votre micro, Marie-Sophie, de qui peut... On n'entend pas, madame, on ne vous entend pas. Alors, on ne t'entend pas, on t'entend maintenant. Alors ? Oui. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de vos interventions, c'était super intéressant. Je vais peut-être vite me présenter, je suis chercheuse postdoc à Saint-Louis en droit du patrimoine culturel. Voilà. Et j'ai un peu travaillé sur les communs aussi. Oui, on en reparlera après. Et j'avais En fait, j'étais en train d'essayer d'organiser mes idées pour poser une question, mais je m'intéresse aussi donc à cette notion de commun, même si moi je suis beaucoup moins à l'aise avec tout ce qui est les communs numériques, comme vous en avez parlé, Madame Varnero, mais ça m'intéresse beaucoup. Et qu'on voit aussi qu'il y a un mix de droit public et droit privé. Il y a Alain Stroel qui a aussi écrit là-dessus, enfin, j'imagine que vous savez, et que du coup, soit on a la vision plus droit public où le législateur va intervenir pour rééquilibrer tout ce droit de propriété, ou alors plutôt via le droit privé avec des outils contractuels, on va essayer de, comme vous l'avez bien expliqué, de obliger la liberté en fait, où on va par un outil de propriétaire qui va donner une licence libre et qui va permettre la liberté d'accès et l'ouverture, mais qui, sans à la base avoir ces droits de propriété intellectuelle, ce ne serait pas possible. Donc, il y a comme ça ce paradoxe intéressant dans ces communs qui méritent d'être creusés. Et à ce sujet, là où moi je me pose plus de questions, c'est comment est-ce qu'on fait avec notamment dans les plateformes coopératives, où le contenu est co-créé, où en fait il y a une communauté d'utilisateurs qui ne fait pas que reprendre, mais qui vraiment, on voit ça dans l'intelligence artificielle, vont participer au contenu lui-même. Donc dans le domaine du patrimoine culturel, on parle souvent de storytelling, où on va faire en sorte que la mémoire d'un lieu ou d'un événement soit partagée avec les personnes qui l'ont vécu et qu'elles puissent sur des plateformes, voilà, participer à ce que ça signifie pour elles et comme ça. Et là, au niveau du droit, quels outils
Quels outils de gouvernance aussi pour quand c'est vraiment quelque chose qui démarre bottom-up, quoi. Et j'ai remarqué aussi que, justement, à ce sujet, on voit que, en fait, c'est quand même assez bien réglementé, quoi. Cette gouvernance, on voit notamment sur Wikipédia, il y a toute une fondation qui va vraiment vérifier que tout soit bien respecté, donner des rôles précis à chacun, enfin vraiment mettre en place tout un système. Enfin, voilà. Ça, c'était un aspect. Et puis j'avais aussi une toute petite question, mais je crois que ça, c'est pas du tout, c'est un détail, mais je fais des recherches notamment sur les restes humains, c'est très marrant, mais sur des restes humains dans des musées, la question de leur restitution, mais apparaît aussi la question de leur numérisation, notamment en 3D, et alors des données qui sont issues de cette numérisation. Donc ça, voilà, j'ai encore m'y intéresser, mais on voit que chez les non-juristes, par exemple, ça heurte beaucoup qu'on puisse numériser les données de ces restes humains sans qu'il y ait aucun consentement de la part de la famille, par exemple. Alors que, bon, notamment, on a des restes humains congolais chez nous en Belgique. Et alors, je vois que là, le droit, effectivement, c'est les limites de cette existence de la personne après le décès. Il y a une espèce de continuité numérique après la mort, mais ce n'est pas encore très clair. Et voilà, c'est le deuxième axe qui m'intéressait aussi. Désolée, ce n'était pas super clair, mais voilà. Non, c'était tout à fait passionnant. En fait, j'étais loin de m'imaginer qu'effectivement, les problèmes juridiques portant sur les restes humains pouvaient également advenir dans l'ordre digital. Oui. Alors, s'agissant de ce point-là, moi, que je trouve particulièrement intéressant, enfin, stimulant. On a, en tout cas, c'était le point de vue du droit français, c'est de dissocier, comme vous le disiez, d'un côté la personnalité juridique, effectivement, qui cesse au décès et qui fait basculer les restes dans l'ordre des choses. Et même, pendant un temps, c'était même des choses pouvant être appropriées, donc l'état du droit là-dessus a évolué, mais on a cet effet irradiant du droit à la dignité qui se prolonge par-delà la mort et qui va encore, tous les droits fondamentaux continuer à irradier la personne au-delà du décès. Alors, pour avoir travaillé il y a très longtemps à travers le droit des biens sur les restes humains, j'émettais l'hypothèse que, en fait, cette forme de personnalisation résiduelle à travers la dignité pouvait s'éloigner, se désépaissir à mesure que la mémoire des vivants s'éloignait. Mais on s'aperçoit qu'il n'en est rien, du moins en pratique. Il y a effectivement, comme vous le constatez, des résistances et qu'on a bien... mais ça, c'est encore une fois, c'est comme vous le disiez, hein, c'est bottom-up. C'est véritablement un attachement, notamment, alors ça se mesure surtout aux communautés autochtones. Enfin, nous, on a eu des problèmes notamment avec la Vénus autochtone, en France, mais c'est la même chose, je pense. Cet attachement, cette mémoire qui ressurgit et qui se réapproprie, donc effectivement qui fait intervenir, donc via, en train d'être clair, via la personnalité résiduelle qui pourrait émerger à travers la dignité humaine, ramener ces restes dans l'ordre de la personnalité, ou en tout cas une personnalité atténuée. Et effectivement, on retrouverait le sens du consentement de la famille. Ah oui, voilà, ça compte pas, mais en France, madame, il y a quand même des articles particuliers du Code civil pour dire etc. Et la jurisprudence hors body de la Cour de cassation dit clairement qu'on apporte le consentement. Donc, je ne sais pas quelle est la situation en Belgique, parce que ce que justement, ça fait partie du projet proposé. Alors que nous, on veut rapatrier, je crois, les biens, enfin les parties de ces restes humains en Congo depuis très récemment, donc on n'a pas de ce contexte quand même de droit positif, donc il faut quand même faire attention au raisonnement qu'on peut tirer de l'exemple français, quoi. Où il y a un cadre, déjà jurisprudentiel. Il nous le faudrait absolument, mais là où on voit qu'il y a quand même un manque, c'est justement le côté numérique de tout ça, parce que si on accepte, par exemple, on serait d'accord de restituer les restes humains, mais alors les institutions veulent numériser pour continuer la recherche, ce qu'on comprend.
Mais est-ce que ça peut se faire comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un souci? Enfin voilà, c'était aussi des questions. Mais est-ce que c'est bien, ils sont bien dans le patrimoine culturel de la Belgique? Enfin, est-ce qu'il y a enfin, quel est le statut exact de ces biens? Je ne sais pas du tout. Domaine public. Hein. C'est juste le domaine public, parce que par exemple en France, ça, il y a des réglementations de patrimoine culturel qui protègent certains aspects. Il faut sortir du patrimoine culturel, il faut une loi pour sortir du patrimoine culturel. Donc, oui. Enfin voilà, merci de vos réactions. Je ne pensais pas qu'on allait aboutir sur les restes humains non plus. Pardon. C'est très bien, c'est très bien. Je trouve ça absolument fascinant. Est-ce que quelqu'un a encore une petite question? On arrive tout doucement au bout, mais s'il y a une dernière petite question, intervention de quelqu'un du public, je crois qu'Olivier Dussault, je voulais intervenir. Bonjour, merci pour vos exposés, Madame Maric et Madame Warnereau. Et j'avais peut-être deux questions qui sont plus des rebondissements. Le premier, c'est sur la mobilisation de la notion de commun, notamment dans les communs numériques. Et en fait, je me pose simplement la question de pourquoi on mobilise cette notion dont traditionnellement, elle est quand même accrochée à l'idée de non-propriété. Et elle est mobilisée dans un cadre ou dans un régime qui, lui, est celui d'un régime de propriété, puisqu'il s'agit de se refuser sa propriété à soi-même, finalement, pour l'ouvrir aux autres. Et voilà, c'est pour essayer simplement d'avoir un avis sur pourquoi on mobilise cette notion-là et pourquoi pas en rester un régime de propriété, mais de dire que il est mobilisé autrement par les acteurs privés. Et la deuxième question, elle est plus en lien en fait avec mon domaine de recherche. J'ai oublié de me présenter, mais je fais une thèse de doctorat en droit de l'Union européenne et je travaille sur les règles du marché intérieur, notamment le droit de la concurrence et les libertés de circulation. Et ce que je constate à la lecture de la jurisprudence de la Cour de justice, c'est qu'il y a une sorte de neutralisation des catégories droit public et droit privé au sein des États-nations. Des catégories qui déjà ne sont pas nécessairement les mêmes en fonction des États membres. Et c'est simplement aussi pour appréhender cette distinction donc, du méta-point de vue qui est celui de l'Union européenne et de comprendre si, à votre avis, il n'existerait pas une sorte de reconstruction d'un public et d'un privé, mais plutôt dans l'idée générale, c'est-à-dire justement d'un général qui s'oppose à un particulier, mais dont les acteurs ne sont pas nécessairement les mêmes, mais dont les obligations sont quand même bien distinctes. Donc je pense un peu, par exemple, au RGPD, où certaines obligations s'adressent autant aux acteurs publics que privés, en fonction des finalités qui lui sont propres. Et donc voilà, on peut essayer de comprendre comment, ou de moins d'avoir vos avis sur la façon dont un système juridique extérieur neutralise, métamorphose en interne les systèmes juridiques des États-nations, donc spécifiquement pour la France et la Belgique. Voilà, merci. Alors, je me risque à une mini-réponse sur le premier aspect de la question. En fait, cette notion du moins la mobilisation, et effectivement, vous avez tout à fait raison dans votre observation, que je partage tout à fait. En fait, on est du côté de la propriété intellectuelle. La doctrine est souvent très embarrassée. Alors, cette référence au commun n'apparaît pas toujours. Le lien est fait, à ma connaissance, entre licence libre et commun, notamment en France par Mélanie Clément-Fontaine, qui est la grande penseuse des licences libres. Et derrière, il y a quand même, me semble-t-il également, parmi les facteurs de promotion, et vous avez raison, l'appellation de commun n'est pas rigoureusement scientifique. Il y a également un fond, non pas, comment dire, quelque part un peu également d'engagement de la part des communautés numériques, des libres, du libre derrière, qui est effectivement très
très présente. Donc effectivement, moi je ne peux que partager effectivement votre observation. Oui, pour ma part, je ne l'ai pas questionné avec autant d'acuité, précisément sur la foi d'une partie de la doctrine, mais effectivement, si je me montre honnête, la plupart des auteurs ne font d'une part pas nécessairement le lien, et lorsque ce lien est présent, on s'empresse bien de souligner qu'il s'agit, comme je l'ai fait, d'un régime de propriété, et qu'on est bien dans l'usage du droit de propriété. Oui. Madame Maric, sur une des deux questions? Plutôt sur la deuxième, alors, puisque Madame Varnero connaît mieux les communs que moi, mais sur le fait qu'il y ait une... que le droit de l'Union européenne ne connaît pas ces distinctions droit public, droit privé. Je pense que vous avez eu l'exposé de M. Slotsky à un moment donné dans le cycle de conférences, et je pense que c'était un peu l'objet de sa contribution, si je ne me trompe pas. Et effectivement, quand on parle des marchés publics, ce qui est aussi derrière les concessions, etc., c'est aussi les marchés publics. Le droit européen ne connaît pas cette distinction entre le droit public et le droit privé. Et comme vous l'avez dit, ben oui, il y a une remise en question de ce que ça veut dire pour certains États. Je crois que M. Houby, si vous connaissez, a édité un ouvrage sur justement la remise en cause des classifications il y a quelques années, et je crois que ça fait partie de son ouvrage. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses en plus à dire. Il y a plus d'exemples à donner peut-être, mais je crois que fondamentalement, ça reste la même chose. Mais je pense quand même que quelque part, il y a peut-être une prise de conscience de l'importance de particularités liées aux administrations publiques qui apparaissent. Et si vous avez peut-être reconnaissance du règlement sur la conditionnalité qui vient d'être pris par l'Union européenne. Et la conditionnalité, c'est dire que lorsqu'il y a une atteinte à l'état de droit qui a des implications sur les intérêts financiers de l'Union européenne, alors il va y avoir des retenues, disons, pour dire simplement, budgétaires qui vont pouvoir être prises, soit de manière temporaire, soit de manière plus définitive. Mais là, on voit que tous les mécanismes financiers, si vous voulez, qui permettent, qui sont derrière le droit administratif ou les décisions administratives, commencent progressivement à être pris en compte dans le champ du droit européen, au sens où, on va voir comment ce règlement est mis en place, bien sûr, c'est difficile à le dire, il n'est pas encore en vigueur, mais pas techniquement appliqué, mais on pourrait se dire que la Commission va commencer, ou l'AF, ou je ne sais pas quelle institution d'exécution et de contrôle dans le sein de l'exécutif européen, va peut-être pouvoir vérifier ce qui se passe au sein des administrations lorsqu'il y a une application financière, comme pour les marchés publics, c'est aussi les applications financières ou les aides d'État, etc. Et on voit que c'est vrai que l'Union européenne n'est pas très claire sur cette distinction droit public, droit privé, mais elle commence peut-être à construire un régime juridique particulier, de manière indirecte, tout doucement. Je ne dis pas que si vous avez votre classification qui est là avec tout un régime, mais on voit que pour que ça fonctionne bien, techniquement, l'Union européenne se dit il faut que je fasse attention à ce qui se passe dans les administrations. Et ça pose des questions en termes d'équivalence, etc., d'autonomie procédurale. Je ne suis pas certaine qu'il y ait quelqu'un qui réfléchit jusqu'au bout des implications concrètes et pratiques si jamais ça fonctionne bien. Mais on voit qu'il y a quand même cet embryon de besoin de se dire qu'une administration, ça a un rôle particulier, comme je crois que c'est Madame Varnero qui parlait, si c'est le contribuable qui a payé, on doit voir comment cet argent est utilisé à la fin et il faut pouvoir récupérer la valeur ajoutée. Mais qu'est-ce qui se passe dans tout le cheminement de cet argent public? Oui, l'Union européenne se dit, si je veux être crédible, si je veux avoir un budget qui soit effectif et pas juste de la TVA à un moment donné, il va falloir que je puisse contrôler ces flux financiers. Comment ils sont répartis, réalloués dans notre compte. C'est pas un État, c'est cette entité générale, c'est par de l'administration ou par des acteurs qui ont un rôle administratif. Comment est-ce que ça se fait? Et on voit que je pense que progressivement, il y a des éléments pour aller dans ce sens-là. Peut-être parce que j'ai une vision politique de l'Europe qui va dans ce sens-là, mais il y a quand même des petits éléments, si vous voulez, je pense. Je veux dire, concrets dans ce règlement, par exemple, de conditionnalité. Et puis, juste un tout petit point, et donc,
tout à fait de manière opposée et vraiment très pragmatique. Moi, ce qui m'a véritablement étonné, pas vraiment, c'est que lorsqu'on examine les différentes corps de règles applicables justement à ces données, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une très grande retenue de la part de l'instance réglementaire, entre guillemets, à l'égard des droits, et plus particulièrement du droit de propriété, notamment des droits de propriété intellectuelle. Lorsque j'évoquais le règlement sur la gouvernance des données, ou encore le règlement sur la libre circulation, notamment des données non publiques, on s'aperçoit qu'il y a toujours des moyens pour justement anonymiser les données personnelles, occulter les éléments qui ont trait au secret des affaires. Mais en revanche, sur les droits de propriété intellectuelle, ça coince. Il n'y a rien. C'est-à-dire que des solutions, pourtant, elles sont envisageables. Lorsqu'on regarde la directive droit d'auteur sur le marché unique, numérique, des solutions sont envisageables. Donc, on pourrait surmonter. Il y a un très grand respect de cette propriété privée de l'information, et d'ailleurs qui mériterait d'être questionnée parce que la donnée, a priori, sa nature, ce n'est pas d'être appropriée, c'est d'être de libre parcours. C'est pour ça que je suis passée par le biais des bases de données, mais il y a une résistance, et là, pour le coup, qui s'est d'ailleurs réaffirmée à travers les 3 arrêts de 2019, PELAM, Funke Medienne, etc., notamment sur le caractère technique de l'information qui exclut l'originalité, donc qui exclut le droit d'auteur. Donc, c'est l'information isolée, a priori, c'est plus difficile que ça ne pouvait l'être, ou en tout cas, au regard de l'ordre juridique français, c'était quelque chose de plus facilement admissible. Ces 3 arrêts bloquent un peu les choses. Mais voilà, si je reviens à ce qui me semble important, c'est qu'effectivement, on est véritablement en régime économique libéral, et qu'il y a un attachement à ce bastion irréductible qui singularise le privé, c'est la propriété privée, et qui se manifeste là pour le coup sur la donnée. Bien, écoutez, je vous remercie pour ces réponses, et je sens qu'on peut encore parler des heures. Je vois malheureusement qu'on a dépassé déjà de quelques minutes la fin de notre débat. Donc, je voudrais remercier encore une fois très chaleureusement nos 2 oratrices d'être revenues. Ça valait bien la peine de les entendre. Et on découvrira avec beaucoup d'intérêt vos contributions, puisque à la suite du colloque, il y aura un ouvrage qui va reprendre non seulement les exposés du colloque, mais aussi quelques autres contributions écrites. Et donc, un tout grand merci encore une fois. Merci à tous ceux et celles qui étaient présents, tous ceux qui nous écouteront par la suite sur la chaîne YouTube, puisqu'en principe, les exposés seront également mis en ligne. Merci beaucoup et bon après-midi. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.